Est-ce que ça roule? Oui, ça roule. Bienvenue dans cette deuxième émission du podcast du Vieux avec mon très célèbre collègue Victor. Bonjour Jacob, bonjour Jacob. Salut Louis. On fait vraiment un podcast improviste. On devait faire un podcast environnement aujourd'hui, mais on a eu des changements de plan. Puis à l'inverse, on est vraiment content de pouvoir accueillir un invité sur le sujet de la drogue. Je te laisse te présenter. Bonjour, merci beaucoup pour vraiment ce podcast très très à l'improviste. Écoute, merci à toi. Donc moi c'est Stanislas, je suis en 3e année à l'université McGill en sciences politiques et en économie. Donc c'est vrai que le sujet des drogues en général et des substances, c'est pas forcément la chose qui paraît le plus directe, mais c'est quelque chose qui m'est venu très rapidement en arrivant à McGill, de voir qu'en fait c'était une réalité qu'on est tous touchés. Voilà, on a tous vu des personnes consommer de l'alcool, du cannabis ou autre. Voilà, et je pense que on est quand même dans le Québec et le Canada aujourd'hui a quand même une certaine façon de voir la substance avec la légalisation et tout. Et je pense que le Canada en général a fait une étape. Et je pense qu'il faut en parler et il faut faire confiance aux jeunes de prendre leurs propres décisions. Donc voilà, je pense que c'est important. C'est vrai que c'est intéressant parce que dans le fond, la drogue, c'est parti aussi de quelque chose de très, très humain. Il y en a dans toutes les cultures, il y en a à toute époque. Un des points qu'aujourd'hui on peut vraiment se questionner, c'est quoi les impacts de la drogue, quel impact ça nous donne aujourd'hui. Puis aussi, un des points que nous, on aimerait amener pour le sujet de notre podcast d'aujourd'hui, c'est aussi sur la légalisation à 21 ans de la drogue qui va être impliquée. C'est ça, la loi qui a changé récemment, je pense, qui a été passée. Le gouvernement Legault, c'est sûr, a été une grande surprise. Je ne vais pas rentrer dans la politique non plus, parce que ça aussi, je peux parler pendant des heures. Mais c'est vrai que cette loi nous a tous un peu pris de court. C'est vrai que c'était dans leur tête depuis très très longtemps. Le ministre de la Santé en a parlé. Et c'est vrai que nous, on a été très très en contact, autant à travers VoxCan, donc, que je représente aujourd'hui, qu'autant d'autres associations comme, qui en fait se spécialisent genre en santé publique. Tout ça, c'est vrai que c'est un peu... on a quelques problèmes avec ça, parce que en fait, ça laisse une sorte d'énorme fenêtre des jeunes de 18 à 21 ans qui en fait vont devoir se retrouver dans des situations pré-légalisation où en fait la consommation sera beaucoup plus stigmatisée. Et notre but, en fait, c'est vraiment de détruire cette stigmatisation qui, en fait, à notre yeux, impacte les jeunes gravement, dans le sens qu'ils ne se sentent pas en fait, ouverts d'aller vers les services qu'en plus, dans votre cégep, vous avez et qui sont super. Enfin, j'ai pu travailler avec tout le monde et... Est-ce que tu as plus de détails en fait, sur la loi en tant que telle ou sur qu'est-ce qu'elle implique? Oui, vas-y, finis ta question. Non, c'est ça, mais exactement. Donc, il y a l'âge légal qui devient 21 ans. Est-ce qu'il y a d'autres changements? Alors, il y a vraiment... Donc, le projet de loi vraiment était sur deux grands points. Au niveau donc déjà de l'âge, à partir du 1er janvier 2020, l'âge donc, passe de 18 ans à 21 ans. Et également, il y a également des lois, mais les villes ont un peu la décision sur ça, où en fait les lieux publics vont également devenir illégaux. Montréal, qui on sait est quand même très grande ville, va avoir énormément de mal à gérer ça. Et la mairie n'a pas non plus encore donné une réponse concrète à comment est-ce qu'ils vont gérer ça, parce que le service de police de la ville de Montréal, genre, je pense qu'à ce point-là, ils ont autre chose à faire qu'arrêter les gens pour avoir 30 grammes sur soi. Enfin, même pas, non, mais juste pouvoir genre, fumer un joint dans la rue. Genre, voilà. Les autres villes, peut-être plus conservatrices, peut-être, mais je pense que Montréal, ce sera une autre histoire. On ne sera pas les plus touchés par cette loi-là? Non, je pense pas. Mais après, au niveau de l'âge, par contre, là, il n'y a rien à faire, malheureusement. Voilà. Donc, Et donc, tu as parlé aussi de ton organisme. Comment l'organisme que tu représentes aujourd'hui? Donc, moi, je fais partie de VoxCan. Donc, en fait, VoxCan, c'est une initiative de santé publique relativement nouveau. Moi, ça va faire à peu près un an que je suis dedans, là, au mois de janvier. Donc, en fait, on est une initiative de santé publique... une initiative de santé publique bilingue. Donc, en fait, on est... moi, je suis à McGill et en fait, on est énormément qui sont de McGill. Mais moi, déjà, je suis français de base. Donc, en fait, en étant à McGill, genre, j'ai vraiment l'anglais français. Et là, donc, tout à l'heure, pendant notre tour de table, on avait quelqu'un qui venait du Mexique, mais qui vit au Québec et travaille au Québec et qui fait de la recherche au Québec depuis des années, Kira qui est de Montréal. Donc on a vraiment un bon groupe et en fait on est tous soit à l'Université de Montréal ou à McGill et en fait c'est un travail qui
pas forcément, c'est-à-dire qu'on n'est pas lié à une université en particulier, on est tous universitaires d'une manière ou une autre, en tant qu'étudiant ou en tant que chercheur, et en fait on vient vraiment de backgrounds très différents. Moi je fais de la science politique et de l'économie, et en plus moi c'est plus genre spécialisé sur l'Europe et sur l'Asie, alors vraiment pas à la base sur ça. J'ai Kira, donc la cofondatrice de VoxCan, qui elle est donc vraiment plus dans tout ce qui est réduction des méfaits, les drogues en général, genre sa recherche en psychologie, c'est vraiment que sur ça. C'est un organisme donc, qui se spécialise vraiment sur les drogues? Alors, VoxCan, particulièrement sur le cannabis, parce qu'en fait, la raison pour laquelle on vient dans des cégeps, on va également genre, dans des collèges, genre, de tout type, en fait, c'est parce que le cannabis est vraiment de loin la substance que les jeunes, nous, en fait, on a le plus de chances d'essayer pour la première fois. Et en fait, c'est pour ça qu'on axe sur ça, mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on laisse à côté toutes les autres, bien au contraire, c'est pour ça qu'on est lié au GRIP, qui en plus vient souvent à votre cégep. Et en fait, eux se spécialisent sur tout, mais si il y a besoin, nous, on peut se concentrer aussi sur ça, mais c'est vrai que le cannabis, dû à sa présence dans notre groupe d'âge, je pense que c'est pour ça qu'on axe dessus, mais il ne faut pas non plus ignorer les autres. Du tout. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'organisme? Aujourd'hui, vous donné une table ronde, c'est comme de l'information. C'est ça. C'est surtout comme de l'informatique, des conférences, je suppose. C'est ça. Donc, en fait, notre projet principal, c'est une sorte. Donc, en fait, ça se passe en 2 parties. Aujourd'hui, on a fait notre première partie, qui est en fait un tour de table, où en fait, on vient parler directement aux gens au cégep, aux étudiants, et en fait, parce qu'on n'a pas envie d'entendre, on va dire, si je veux dire, mais des boomers commencer à nous dire ce que les jeunes pensent des substances. Genre, moi, je viens d'une famille qui est très, très anti tout ça. Et donc, clairement, j'ai eu une éducation dans ma jeunesse qui a été très, très manquante. Et même dans le système français, c'est impossible. Donc, je voulais vraiment, en fait, avoir une éducation vraiment concrète. Et aussi, maintenant que je suis en VoxCan, j'ai vraiment envie d'écouter les jeunes, et surtout en fait, je dis les jeunes, mais encore une fois j'ai que 21 ans, mais on va dire notre génération parler de son expérience, parce qu'en fait on se rend compte, et encore hier on avait un événement, on se rend compte que malgré notre âge, nos peut-être différences d'âge, on a tous des expériences relativement similaires liées au cannabis, comment on est rentré dedans, comment un jour on s'est réalisé qu'on en avait trop eu ou quelque chose comme ça, et en fait vraiment moi ça me touche beaucoup, et j'ai vraiment pas envie d'entendre quelqu'un de 45 ans me dire ce que les jeunes de 18 ans ont à dire sur le cannabis. Genre, je trouve ça absolument aberrant et paternalisant. Et ça, moi, je pense qu'on est dans une génération qui, en fait, essaye vraiment de prendre les armes dans le sens de politiquement, idéologiquement. Et je pense qu'il faut que... faut qu'on le fasse, et en fait il faut qu'on donne notre voix, et je pense que ça se fait plutôt bien au Québec déjà. Je pense que les jeunes, ce que j'étais en train de vous dire juste avant, je trouve que votre cégep est extrêmement actif dans tout ce qui est justice sociale et tout, environnementale, et je trouve ça super. Et clairement vous avez également énormément d'étudiants qui se concentrent également sur tout ce qui est substance, donc je vois qu'il y a quelque chose qui bouge, et moi ça me fait beaucoup de bien, genre je trouve ça super. C'est un sujet qui intéresse les gens aussi. C'est pas comme si on était venu parler de politique, d'autres choses, mais ça touche tous les jeunes au final. Le cannabis, c'est quelque chose qui était présent pendant quand même longtemps ici au Québec. Puis toi, en tant que jeune, qui a quand même vécu à travers une famille très, très conservatrice en termes d'idéologie sur les drogues, comment es-tu venu à finalement embarquer dans l'organisme, à discuter de la drogue aussi ouvertement aujourd'hui? Puis, on me pose souvent la question. Donc en fait, c'est vrai que des problèmes familiaux ont fait que ma famille est quand même vraiment tournée sur ça, et en fait j'ai toujours trouvé ça un peu bête, surtout quand je suis arrivé ici, et qu'en fait je me suis dit que j'avais énormément d'amis qui en fait le prenaient tellement sérieusement, que ce soit au moins d'un point de vue genre santé publique plus, mais aussi d'un côté politique, parce que j'aime également beaucoup la politique, soit la France ou le Québec ou le Canada, genre je trouve ça vraiment très intéressant, et pour moi en fait toutes ces choses vraiment c'est d'intersectionnalité, genre tout se lie d'une manière ou d'une autre, et en fait pour moi en fait le côté de santé publique c'est une question politique, et la politique c'est quelque chose qui m'intéresse, donc en fait voilà, ça m'a mis un peu de temps à rentrer dedans, mais maintenant c'est vrai que je suis on va dire que je suis vraiment en plein dedans, j'ai pas envie d'en sortir non plus, parce que je vois qu'il y a encore énormément de travail à faire, mais c'est vrai que c'est à travers vraiment de très très longues discussions avec des amis qui en fait prenaient vraiment ça avec passion que je suis rentré dedans, ils m'ont vraiment inspiré, et maintenant j'espère que je peux aider des personnes au cégep à essayer de prendre ces choses-là plus au sérieux et d'en comprendre les enjeux, parce qu'encore une fois ça nous concerne tous, et comme tu dis au Québec il y a toujours eu énormément de enfin même quand je suis arrivé, avant même la pré-légalisation en 2017, moi je me disais mais je suis dans quel pays est-ce que je suis arrivé quoi. Je trouvais ça impressionnant, je trouvais cette liberté pour moi c'était quelque chose de renouveau, donc c'était un renouveau.
complètement. Puis justement, ce point justement, comme tu as mentionné, tu es arrivé au Québec, il y avait beaucoup de consommation sur les jeunes. Puis même moi, j'ai côtoyé aussi des jeunes, j'ai consommé du cannabis aussi à un âge 15-16 ans. Ouais. Ça me rapporte aussi un peu au paradoxe de la loi de 21 ans, parce qu'au final, ça rapporte un peu à ce qui était avant. C'est au final, les jeunes vont continuer probablement à consommer du cannabis, tout en étant illégal, comme durant mon adolescence, comme durant probablement ton adolescence aussi, celui aussi à Victor. Puis j'ai une question qui me pose, c'est pourquoi cette loi sur 21 ans, pourquoi c'est venu en tête? Est-ce que tu... mais oui, non, mais On sait que tu fais pas partie du gouvernement provincial, mais quand même... Non, je fais pas partie du gouvernement provincial, je soutiens pas non plus du tout, on va dire, mais le gouvernement provincial, mais... essentiellement, on va dire que je vais essayer de jouer un peu genre de... Enfin, je vais essayer d'être un peu partial. Non, impartial. Bon, voilà, c'est pas grave. Et en fait, bon, je comprends Lionel Carman, le ministre de la Santé, je comprends exactement d'où il vient. Enfin, je comprends son idée. C'est une question de protéger les jeunes, et ça, moi-même, c'est ce que j'essaye de faire à travers mon travail, de nous protéger, nous, face à toutes les substances. Voilà, ça, je comprends. Le problème, c'est qu'après, c'est une question de suivre la science et de suivre les personnes qui travaillent sur le terrain. Le ministre de la Santé est lui-même neurologue, sauf qu'en fait, je pense qu'il a eu un petit power trip en se disant qu'il avait la réponse finie sur ce que c'était que la science. Et quand on voit deux des plus grandes associations de santé publique au Québec qui ont dit qu'en fait, sa loi ne suivait pas du tout la science aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, la loi, c'est la loi. Moi, on est tous censés la respecter. Bon, après, on a tous... la désobéissance civile, on connaît tous. Hein. Mais voilà, donc elle est là. Après, maintenant, c'est juste que ça rend notre travail beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, on vient dans des écoles et on vient de dire, genre, faites attention à votre consommation de cannabis. Mais en fait, techniquement, légalement... tu sais, c'est 21 ans, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que cette loi ramène un peu une idée de pré-légalisation et surtout, à mes yeux, de restigmatiser. Oui, c'est D'ailleurs, vrai. justement, la légalisation, c'était quoi, en fait, l'idée derrière ça? Est-ce que c'était de protéger les consommateurs, mais de quelle manière est-ce que ça s'est fait, dans le fond? Considérant que le cannabis est là avant et après, en quoi la loi encadre, en quoi la loi nous aide, en fait? Donc la loi de la légalisation, donc quand ça s'est légalisé le 17 octobre 2018, c'est vrai que ça partait à la fois dans une idée de... En fait, donc il n'a jamais été question de banaliser le cannabis. Ça n'a jamais été question, et je pense pas qu'il faut le faire. Comme à mes yeux, l'alcool est beaucoup trop banalisé. Bon, après, ça c'est un argument... Un autre débat. C'est un très très long débat, ça, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Mais en général, c'était une question de donner accès à une substance qui est quand même très répandue au Canada aujourd'hui, en fait, d'une manière sécurisée, qui peut être contrôlée... par le gouvernement. Donc à la fois c'était une question de réguler, mais également de santé publique et surtout de protéger les jeunes. Et c'est pour ça que autant toutes les structures que les différentes provinces ont pu choisir, et le Québec avec la SQDC, à mes yeux la SQDC a ses fautes, mais je pense que ça a été quand même relativement bien fait. Après, c'est vrai que il y avait déjà en fait le modèle de la SAQ qui a été tout ça. Simplement repris. Puis je pense que c'est pas une mauvaise idée. C'est un modèle qui marche bien au niveau de l'alcool au Québec, je trouve. Mais après, mon gros problème avec la SAQ, c'est qu'en fait, et on en parlait tout à l'heure dans notre tour de table, c'est que en fait, ils peuvent vraiment advertise ce qu'ils veulent. Enfin, vraiment, si tu vas dans n'importe quelle station de métro et qu'ils vont te vendre, genre, regarde-moi cette belle bouteille de Bacardi, genre, non. Tu vois. Alors que vraiment, tu t'approches de la SQDC, c'est genre une vie teintée, mais c'est pareil pour tous les trucs de vaping ou voilà, tous les trucs d'accessoires de fumeurs, genre c'est exactement la même chose. Mais je pense que si je me trompe pas, la publicité pour le cannabis est illégale. Est illégale exactement, de toutes les manières. Contrairement à l'alcool qui en fait qui est limite encouragé, exactement, mais qui est limite encouragé. Et aussi au niveau même des travailleurs, des personnes qui travaillent à la SQDC, les bartenders, ils ont une certaine limite sur ce qu'ils peuvent dire aux personnes qui viennent acheter, ce que je trouve vraiment très regrettable, parce qu'en fait il y a une partie de s'ils ont eux-mêmes essayé ou même qu'ils ont en fait ils ont un speech et ils sont obligés de le suivre, c'est vraiment pas de leur faute, hein. À mes yeux, je pense que la SQDC fait ce qu'elle peut, et après c'est juste que les normes gouvernementales font que ils sont vraiment constrained, enfin ils sont vraiment coincés à une certaine limite. Alors ils pourraient avoir une mission qui pourrait être beaucoup plus grosse. Après, là, encore une fois, la loi c'est la loi, donc je pense qu'un jour la loi va évoluer vers quelque chose de plus libre, plus souple,
Est-ce qu'on peut en parler, est-ce qu'on peut pas parler? Alors, je veux dire, je l'espère totalement. C'est vrai que je me dis la légalisation est quand même récente, fait que Oui, c'est quand même très assez récent. temps. Après, il faut mettre les choses en contexte. À mes yeux, le Canada reste quand même le premier pays du G7 à avoir légalisé le cannabis. Souvent, on dit oui, mais la Hollande, oui, le Portugal. Sauf qu'en fait, la Hollande, genre, c'est pas, si vous êtes allé à Amsterdam, tu peux pas fumer dans la rue. C'est égal, tout le monde le fait, mais légalement, tu ne peux pas. Au niveau, le Québec vient de passer la loi, mais ça n'avait jamais été question d'interdire de fumer à la base dans les rues ou de consommer en général. Et même, donc ça veut dire que consommer à Amsterdam, ça reste dans des contextes très très particuliers, donc ça reste dans les fameux coffee shops. Voilà, donc il y a quand même mais la légalisation en elle-même, un seul pays l'a fait avant le Canada, c'était l'Uruguay. Ah ouais? Il y a quelques années. Donc le Canada, en fait, est vraiment le pays, on va dire, économiquement, j'aime pas le mot, mais économiquement développé, qui s'est dit, en fait, on va légaliser. Donc en fait, il n'y a aucun modèle sur lequel le Canada pouvait s'approcher. Et en fait, quand on regarde la légalisation aux États-Unis, genre c'est très américain dans le sens c'est très profit, on va faire du profit, alors que le Canada c'est vraiment centré plus sur une question de santé publique. C'est pour ça que je comprends après d'une manière, encore une fois, d'où le gouvernement de la CAQ vient. Après, ça veut pas dire que je suis d'accord, mais je comprends d'où ils viennent. Tu amènes le point des profits, c'est un bon point, je trouve. Est-ce que tu penses qu'une des intentions de la loi était de récupérer le marché noir pour récupérer justement les profits en fait, le cannabis qui est un énorme marché, Ouais. on peut pas se le cacher. Est-ce que le gouvernement avait une idée de récupérer l'argent derrière ça? À mes yeux, le gouvernement du Québec était vraiment le seul. Après, je peux me tromper, parce que c'est vrai que je m'intéresse vraiment plus au Québec, mais à mes yeux, le Québec a vraiment fait tout pour qu'en fait, la SQDC, son format donc, de distribution de monopole public, était vraiment le seul qui s'est dit on va essayer de cut le marché noir. Parce que, encore une fois, il faut se rappeler, il y a énormément de critiques de la SQDC, mais la SQDC a quand même les prix les moins chers, légaux, du Canada. Et ça, il faut le rappeler. C'est intéressant. Et de loin. Ça, il faut pas l'oublier. Et je pense vraiment que trop de personnes prennent en fait la SQDC comme une genre de parasite légal, mais enfin de parasite genre de gouvernemental. Mais je vous assure que si vous allez déjà rien qu'en Ontario, genre aller acheter en Ontario, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que les licences, genre ils ont pas eu de magasin avant le mois d'avril, quoi. Le mois d'avril dernier, donc c'était un peu une catastrophe, quoi. Donc à mes yeux, je pense vraiment que le Québec est vraiment parti d'une idée d'essayer de cut back, de cut le marché noir. Après, c'est vrai qu'avec la loi, avec les 21 ans, là par contre... Mais même pour les acheteurs qui avaient l'âge finalement de consommer pendant la légalisation avec la SQDC, est-ce que tu penses que c'est quand même une méthode efficace? Parce que j'ai l'impression que le marché noir a quand même une place encore très importante malgré la légalisation. On est totalement d'accord. Là, je regardais pour les chiffres il y a quelques jours. Je pense que, si je me rappelle bien, c'était 82% du cannabis encore au Québec et fait partie du marché noir. C'est quand même gros. C'est quand même énorme. Après, le réseau de la SQDC se fait doucement. Mais bien sûr. Ils en sont, je pense, là, d'ici mars 2020, je pense qu'ils vont passer à 22 magasins ou un truc comme ça. Ce qui est quand même, à mes yeux, pas mal. Parce que par exemple, en Alberta, il y en a plus de 600 et je me dis, il n'y a pas non plus tant de personnes qui vivent en Alberta. Donc, bon, voilà. Après, c'est vrai que les questions de queue, il y en a toujours, même si c'est plus que c'était avant. Mais c'est juste que ça va rendre, au niveau de l'offre, c'est un peu. Voilà. C'est intéressant. Moi, j'avais une question sur justement un des points intéressants sur la légalisation du cannabis. Puis c'est vraiment un avis personnel. Je trouve que ça brise un tabou. Vraiment, cette espèce de légalisation, cette discussion qu'on peut avoir sur le cannabis ouvertement au Canada, puis légalement aussi. Je trouve que c'est intéressant parce qu'au final, ça porte pas juste une légalisation dans le cadre qui est vraiment de la vente, mais aussi dans le cadre, on peut en discuter. On peut en discuter entre jeunes. On est plus ouvert aussi. On voit autant que ça nous apporte d'un point sur ses bienfaits, mais aussi en discuter des conséquences, un peu comme ce que tu as fait durant la table ronde dans l'Exode. Puis je me demandais qu'est-ce que t'en penses au final de ce tabou tranquillement qui se brise. Pour parler de ça, je vais même revenir avant même la légalisation. Quand en fait, en général, déjà, je trouvais que les gens en parlaient tellement librement. Je suis rentré ensuite en France pour Noël, voilà, normal. Me voilà à être en plein centre-ville et à parler de mes amis avec ça, qui m'ont littéralement fait « Pourquoi est-ce que tu parles aussi fort de ça ?» Et moi, dans ma tête, ça, déjà en 6 mois, ça me paraissait quelque chose d'irréel. C'est vrai qu'avec la légalisation, je pense qu'il y a un discours qui se construit, que je trouve beaucoup plus intelligent, qui se fait vraiment autour de l'idée que voilà, c'est un fait, on va pas le reprohiber d'ici demain. Donc c'est pas vraiment
Voilà, c'est pas vraiment une question. Après, maintenant, c'est vraiment une question de comment est-ce qu'on va en discuter. C'est vrai qu'au niveau, moi, rien que de mes amis, je pense que c'est beaucoup plus ouvert d'esprit, même si avant, c'était pas non plus fermé comme sujet. Mais c'est vrai que maintenant, la manière dont des organisations de santé publique peuvent en parler, la façon dont même les services sociaux peuvent en parler, on peut le faire d'une manière beaucoup plus intelligente qui responsabilise beaucoup plus les jeunes. Et qui en fait nous prennent pas, enfin je veux dire j'aime pas le dire, mais qui nous prennent vraiment pas pour des idiots, parce qu'on n'est pas, et quand on voit l'activisme aujourd'hui des jeunes, je pense qu'on est capable de pouvoir avoir ces discussions intelligentes. Mais en fait, tu t'en as parlé tantôt, une des clés en fait de la sécurité des jeunes, c'est l'éducation par rapport aux drogues. C'est quoi le programme, vous, est-ce que vous faisiez de l'éducation par rapport à ça? Ouais. Donc nous, comme je disais, qu'est-ce que vous abordez comme point justement? Donc nous en fait, là j'ai même exactement ce dont on a parlé. Donc en fait, on parle d'abord sur l'effet sur la santé, l'aspect donc qui en fait à mes yeux le premier sujet dont on a parlé quand il est question de réduction des méfaits, parce que par exemple on dit le cannabis peut-il considéré comme une médecine légitime, il y a des études de tous les côtés. Ensuite un des grands, on va dire, avantages de la légalisation, c'est qu'en fait la recherche sur le cannabis va enfin pouvoir être déstigmatisée et le gouvernement va pouvoir donner des fonds de recherche pour ça, parce qu'avant, même si c'était décriminalisé, c'était très très compliqué, il fallait remplir des documents absolument interminables, et j'ai assez d'amis qui font de la recherche sur le cannabis au Québec pour dire que c'était vraiment quand même très compliqué. Après, on essaie également de démystifier des mythes sur cannabis. Genre, il y a une fois, j'ai été à un tour de table et j'avais entendu quelqu'un qui me disait qu'un ami lui avait dit quand il était petit qu'il avait pris un joint et ensuite il était gelé pour la vie, et j'étais genre mais voilà. Donc une question de ça, mais c'est pas de leur faute, c'est quelque chose, c'est un imaginaire qu'on a sur le cannabis. C'est vraiment pas de leur faute. C'est pour ça que l'éducation, genre, on l'a dit, non. La science, là, clairement, en plus, je pense pas que... même la FDA aux États-Unis a même annoncé, ça leur a fait du mal, mais de dire que personne n'était mort d'une overdose de cannabis, ça, faut le rappeler quand même. Oui, c'est vrai. Après, on parle également des questions de schizophrénie et psychose qui sont réelles. Faut pas, le cannabis reste une substance qui a des effets positifs et négatifs. Mais encore une fois, nous, on n'est pas là pour dire, on n'est pas là pour vous dire arrêtez n'en faites pas. Exact. On est là que si vous décidez de consommer, nous, ce qui nous importe, c'est que vous le fassiez des manières les plus intelligentes et qui respectent le plus. Qui fasse plus attention à votre santé physique que mentale. Donc voilà, parce que je suis vraiment pas là pour vous dire genre fume pas de pot, genre non. Tu vois, qui suis-je pour dire ça, quoi? Absolument pas. Exactement, en fait, c'est la meilleure manière. Dire ça à quelqu'un, je pense que c'est la meilleure manière qui en fume et de manière non informée, ce qui est pire que le faire de manière informée. Donc ouais. Puis je peux apporter ça aussi à l'alcool, ça peut avoir le même sens que dans l'alcool. Absolument. L'alcool a des dangers, puis à l'inverse du cannabis, on n'a pas tendance à parler de dangers de l'alcool. Des dangers autant sur le moment, ou que si on consomme trop, tu peux le faire comme un éthylique, mais autant dans les effets aussi quand tu es jeune, sur le cerveau, développement du cerveau. Il peut y avoir beaucoup d'effets néfastes par rapport à l'alcool, même parfois pire que le cannabis. Puis je trouve que tu as raison aussi quand tu amènes le point qu'on diabolise le cannabis. Moi, dans mon éducation, quand j'étais jeune, on a énormément diabolisé du cannabis, on a énormément dit tous les dangers, on a les psychoses, tu prends un joint puis tu tombes psychose puis c'est la fin du monde. Puis justement, je suis d'accord avec toi, c'est pas le point le plus intéressant à porter sur le cannabis. Absolument. C'est informer. Il va y avoir beaucoup de monde qui vont en essayer, puis même si ça reste une drogue, il y a pas important à savoir comment il faut en consommer. Après, rien, déjà que le terme drogue, je le trouve absolument très biaisé. Alors, c'est vrai que le cannabis, mais à mes yeux, pas à mes yeux, la cigarette reste une drogue elle-même. L'alcool reste une drogue en elle-même. C'est juste qu'on leur a enlevé ce titre parce que c'est tellement... et je peux vous dire que autant que je pense au Québec comme en France, la cigarette et l'alcool fait vraiment partie de notre culture. Et c'est pour ça que toucher à des choses qui sont aussi ancrées dans notre culture, ancrées dans notre histoire et dans notre imaginaire collectif, c'est impossible, hein. C'est comme quand, après je veux pas non plus un autre débat, mais la question du véganisme, ça touche à quelque chose qui manger de la viande, c'est question c'est quelque chose de très très personnel, voilà. Et ça c'est très culturel. Exactement. Et donc pour la question de l'alcool particulièrement, il y a vraiment un biais, mais en plus je peux vous dire, parce que je suis étant à l'université, la culture de l'alcool dans les universités, c'est quelque chose qui est connu, reconnu, et pas c'est énormément présent, et surtout que c'est totalement genre
on a des soirées de boissons à 16h à McGill dans une des facultés de business et de management. C'est totalement normal de sortir à 8h complètement mort. Hein. Mais Oui, par contre, si tu commences à boire, si tu commences à fumer, par exemple, je le recommande à personne, mais si tu commences à fumer à genre 17h et qu'à 18h t'es stone genre sur la rue, genre un ami va dire il est tôt. Mais tu vois, il y a une sorte de... Je veux dire, moi je dis pas que l'un et l'autre est mieux, moi je dis juste qu'il faut avoir un discours qui est beaucoup plus rationnel, dans le sens genre, voilà, l'alcool en plus, on a l'avantage quand même que l'alcool a toujours été légal, à part à certains moments de l'histoire, et la recherche sur l'alcool est quand même beaucoup plus dense, et on sait les effets horribles. Enfin, on peut parler même de pourquoi est-ce qu'on a tant de grèves de foie tous les ans. Le foie, quand même, on sait que l'alcool, ça le fait travailler, quoi. Puis à mon avis, on n'en parle pas assez. Et puis je veux dire aussi mon opinion en tant qu'employé. Je suis employé de la SAQ, la Société des alcools du Québec. Puis vraiment, mon point de vue aussi, en tant que membre de cette société, on n'en parle pas des effets négatifs. On vend beaucoup d'alcool, on vend comme si c'était un phénomène miracle, un produit miracle. Oui, on a des normes. C'est sûr qu'on a beaucoup de normes sur on n'a pas le droit de vendre quelqu'un qui n'est pas à jeun, on n'a pas le droit de vendre, on a vraiment un code très, très, très strict. Ouais, bien sûr. Mais à la fois, on n'a pas vraiment la identification de l'information des effets néfastes, qu'est-ce que ça peut apporter. Puis même dans ma propre formation en tant qu'employé, moi, ce qu'on m'apprend, c'est qu'est-ce qu'un vin, comment vendre un vin, comment c'est fait, mais on ne parle pas des effets. Il y a littéralement des affiches avec des informations. Exactement. Sur les différents effets, sur les effets néfastes que ça peut avoir. À la SAQ, il n'y a aucune information qui est donnée par rapport aux effets possibles. Puis même dans la formation, j'ai pas eu d'information de qu'est-ce que ça fait finalement l'alcool. Ouais. Ben voilà, mais moi c'est ça, je trouve ça vraiment triste. Après là, je suis vraiment content que tu en parles ça, parce que c'est vrai que je connais pas non plus exactement comment la SAQ fonctionne. Moi, tout ce que je sais, c'est que dès que je peux aller dans n'importe quelle pharmacie, que je vois une carte cadeau de la SAQ à genre $50, enfin littéralement, tu invites tes amis à consommer. Exactement. C'est vrai, ça fait vrai. Et par contre, mais c'est totalement normal. On va dire qu'il n'y a pas du tout une question de oh mon Dieu, pourquoi tu invites tes amis à voilà, non, c'est même pas une question. Enfin, même moi, ça me passe même pas par l'esprit. C'est tellement intérêt. Voilà, mais l'idée de donner à un ami ça n'existe pas, mais d'avoir de lui donner une carte de cadeau de la SQDC, genre, ça paraît impossible. Et donc je pense qu'il y a vraiment, faut avoir un entre-milieu important. Voilà. Très bien. C'était très je pense que ça clôt cette petite entrevue. Merci beaucoup. Merci mais avant beaucoup, de closer, Stan. je me demandais aussi, est-ce qu'il y a un point que tu pourrais conclure à travers tout ça? Ouais, est-ce que on a parlé beaucoup de diabolisation, on a parlé beaucoup d'aspects positifs, aspects négatifs, mais au final, en tant que membre de ton organisme, en tant que militant pour justement ta cause, comment tu peux conclure cette interview? Quel mot pourrais-tu finir? Alors, je vais dire, ça peut paraître vraiment très corny, vraiment très stéréotype, mais genre vraiment l'éducation. Et là, je me dis ça parce que l'éducation, ça reste quand même le plus important, surtout sur ce genre de sujet. Exact. Voilà, ça, je l'ai dit pendant tout ce podcast, mais n'hésitez pas à poser des questions, parce que je peux vous dire que dans ce cégep, vous avez Patricia Fogg, avec qui j'ai travaillé pour organiser ça. Elle est formidable. Elle est d'une gentillesse. Qui est Patricia? C'est quoi son poste? Elle fait partie des services pour la santé aux étudiants. C'est un peu, je sais pas exactement, je pourrais pas donner son, voilà, mais elle fait partie, donc elle travaille également avec le Radar, avec le GRIP, qui sont des organismes absolument fantastiques, qui font un travail bilingue, mais qui travaillent tout le temps comme des machines à essayer en fait vraiment de donner à Montréal et au Québec cette connaissance sur les substances dont on mérite tous. Il n'y a pas de question d'âge. L'éducation, c'est sur ce genre de choses, c'est pour tout le monde dès le plus jeune âge. Et vous avez des services dans ce cégep qui vraiment peuvent vous aider pour n'importe quelle question, que ce soit si vous avez des questions, ou même si vous avez vous des problèmes de consommation. Je vous assure que vous avez une équipe qui va venir vous voir et qui ne va jamais vous stigmatiser pour votre consommation. Et ça, je trouve ça important, et je pense que c'est une très très belle avancée. Parce que moi, j'ai jamais eu ça. Oui, mais c'est pas intéressant. J'ai jamais eu ça. Profitons-en des ressources qu'on a. Absolument. Tout simplement, dans l'époque où on est, la recherche en ligne est très très riche aussi. Très riche, mais aussi très biaisante. Sur nos questions. Très biaisante, mais ça dépend de de comment tu cherches, comment tu peux... Après, moi, je connais énormément de ressources.
Si vous avez besoin des choses qui sont facilement accédées en ligne, je peux vous les donner, Bien les sûr. laisser, les mettre là où, enfin sur YouTube. On peut mettre enfin, quelques liens, ouais, c'est bien une sûr. parce idée. que vraiment, c'est. Et en plus, parce que maintenant, aujourd'hui, en plus, vu qu'on quand on parlait déjà d'une norme, enfin pas du normalisme, mais d'une sorte de une déstigmatisation, c'est-à-dire qu'on peut en parler beaucoup plus librement et surtout arrêter d'utiliser des termes très abstraits. Genre, en fait, on peut nous, ce qu'on Exact. veut vraiment, c'est attaquer le sujet Exact. au lieu de tourner Oui, autour. c'est vrai. Voilà, quand on parle, voilà, nous on veut parler de la consommation de quelqu'un, on est genre, si la personne veut en parler, qu'elle en parle, et on ne la jugera dans aucune manière, mais au moins elle peut en parler directement. Mhm. Et c'est son expérience, c'est son histoire, et nous on veut savoir. Parfait. Ben écoute, Oui. merci beaucoup Stan, Avec c'était un grand plaisir de plaisir. t'avoir aujourd'hui au podcast. Mais Puis merci. merci beaucoup. aussi d'avoir embarqué de même, surtout que c'est un podcast improvise, on n'a pas planifié Ah ben oui, non, mais j'étais pas prêt, d'éducation. je me suis pas levé en me disant que j'allais faire un podcast aujourd'hui, mais ça me fait très très plaisir. Puis c'était vraiment une belle surprise de ta part. On a vraiment apprécié ça. Ouais. C'était formidable, bien interprété. Beau sujet, genre on a hâte de publier ça en ligne. On a hâte aussi de voir ce que ça donnait comme résultat aussi. Puis merci beaucoup. Mais moi je dis continuez ce travail parce que ce podcast je trouve ça excellent. Oui, Vraiment merci. vous devriez être fiers quand même de faire ça parce que c'est un format d'information qui je pense marche très très bien, Oui. facile à écouter. Enfin même là en venant j'en ai écouté un, donc on va dire c'est facile, ça se fait dans le bus, donc vraiment Ouais, et des sujets comme l'environnement dont vous parliez tout à l'heure, vraiment en plus que la dernière fois que je suis venu dans ce cégep, il y avait la grève et ça je trouve mais c'est magnifique, genre je verrai jamais ça en France, donc ça m'a vraiment fait très plaisir de voir que voilà, c'est une école vivante. Exact. Parfait. Donc Ça me fait justement, plaisir. le podcast va être disponible justement sur YouTube d'ici quelques jours sur le compte YouTube de la Radio du Vieux. Vous irez visionner ça si vous l'avez, en fait, pour ceux qui l'ont manqué dans l'Exode. Puis on a aussi d'autres podcasts. En fait, on a un autre podcast qui est sur la radio du Vieux aussi. Ouais. La semaine Puis prochaine, normalement, on aurait le comité environnement encore pour un deuxième podcast avec nous. Ouais. J'adore. Parfait. Parfait. Donc, Excellent. merci beaucoup. Continuez votre travail, j'adore. Super. Good.